Salut à tous, c'est Palawan et on se retrouve aujourd'hui pour débriefer le 7ème épisode de Koh Lanta et 4 Terres. Alors ce sera un débrief un peu particulier parce que cette semaine, à la place des analyses de tribu, on va faire quelque chose d'un peu différent. Je vais vous donner mes favoris et les outsiders à la victoire finale. Donc ce sera l'occasion de faire quelques pronostics entre nous, mais également de discuter un peu de ce qui fait un bon gagnant, et notamment le montage, donc on en discutera tous ensemble. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez justement écouter toute cette partie de pronostic. Mais pour l'instant, on va s'intéresser justement à l'épisode de cette semaine, donc l'épisode 7, et c'était un épisode qui très franchement relevait le niveau par rapport à celui de la semaine dernière. Celui de la semaine dernière qui avait été plutôt décevant. Là on a eu un très bon épisode, alors certes peut-être pas au meilleur niveau de ce qu'on a eu cette saison, mais un épisode qui permettait une remontée en tension vraiment dans tous les sens du terme. On a eu un épisode qui était beaucoup plus dense, avec beaucoup plus de contenu, beaucoup plus tendu de manière générale, et donc ça relevait franchement le niveau par rapport à celui de la semaine dernière qui avait été plutôt ennuyeux. On va donc passer tout de suite aux 3 points à retenir, et en premier lieu donc les 2 épreuves de cet épisode, à commencer donc par l'épreuve de confort, un classique vraiment, l'épreuve des aveugles. Et on a eu une curieuse stratégie de l'équipe des jaunes qui a donc choisi Alexandra comme guide des aveugles. C'était une curieuse stratégie parce que pour rappel, Alexandra c'était quand même la personne qui était aphone au début de l'aventure. Alors certes, elle a été très performante dans la deuxième partie de l'épreuve, notamment sur la partie des puzzles. On avait déjà vu à quel point elle était performante sur les puzzles. Elle l'a encore confirmé lors de cet épisode. Mais néanmoins, on peut s'interroger, notamment quand on voit les performances dans la première partie de l'équipe des jaunes. Cela étant dit, je ne pense pas que ce soit forcément Alexandra et son rôle de guide qui soit à remettre en cause, mais peut-être la stratégie globale des jaunes, notamment le fait d'avoir choisi Laurent pour aller justement chercher cette pièce de puzzle. Laurent qui l'a avoué sur les réseaux sociaux avait à ce moment-là des bouchons d'oreille du fait d'une épreuve précédente et qui donc ne pouvait pas bien entendre les consignes d'Alexandra, et très franchement c'était plutôt une erreur d'aller l'emmener à l'autre bout du parcours chercher les pièces de puzzle quand il aurait pu simplement assembler ce puzzle et donc bien entendre les consignes d'Alexandra. Les rouges ont donc remporté cette épreuve. Et on est passé ensuite à l'épreuve d'immunité. L'épreuve d'immunité qui a cette fois été remportée par les jaunes. Alors, on a une épreuve classique, celle des poteries qui, pour rappel, alors de mémoire, a été introduite il me semble lors de la saison 11 dans Rajampat, qui est aussi un classique qu'on peut retrouver sous différentes formes dans Survivor. Et donc c'est une épreuve vraiment assez culte dans Koh Lanta, et qui, pour le coup, nous a offert une lutte plutôt acharnée, notamment entre Dorian et Bertrand Camel. Donc on a une épreuve un peu différente cette année, je sais pas si vous avez remarqué, notamment dès le début de l'épreuve, avec une bouée à mi-parcours pour permettre de plus rapidement passer le relais, ce qui permettait d'avoir une épreuve plus dynamique, donc ça c'était plutôt sympa. Et puis on a eu plusieurs changements de règles de Denis au cours de l'épreuve. Alors je l'avais déjà dit lors des semaines précédentes, mais je ne suis pas forcément partisan de ces changements constants d'épreuves en cours de route. Mais pour les épreuves principalement individuelles, parce que ça empêche justement de battre des records et de comparer les performances des aventuriers au travers des saisons. Mais là, pour le coup, sur les épreuves collectives, si c'est dans l'intérêt de l'épreuve, je trouve que c'est plutôt dans le bon sens, que ça va plutôt dans le bon sens. Et là c'était le cas. Cela étant dit, je pense que ça illustre tout de même un problème de design de l'épreuve. Le fait que la difficulté n'ait pas été plus graduelle, permettant à tous les aventuriers de s'illustrer, notamment sur les poteries un peu plus proches, et aux aventuriers les meilleurs avec la meilleure détente et étant les plus grands, d'aller chercher éventuellement les poteries les plus éloignées. Là on a eu vraiment des poteries qui étaient toutes très éloignées, contrairement à d'habitude. Et donc ça a vraiment empêché certains aventuriers de s'illustrer, et on a eu juste simplement un show, notamment d'Orient, qui a permis à son équipe de remporter la victoire. On va passer tout de suite au deuxième point, et c'est cette fameuse montée en tension dont je parlais précédemment, qu'on a pu observer durant cet épisode.
montée en tension entre les deux équipes, on l'a vu à la suite de l'épreuve de confort, mais également montée en tension au sein de chaque tribu. Alors on va analyser ça un peu plus dans les détails. Premier point donc avec le fameux stratagème monté par la prod, on n'avait pas eu ça depuis quelques années, le fait de venir déplacer la récompense du jeu de confort jusque devant le camp de l'équipe perdante, mais donc on l'a eu voilà avec ce fameux bateau et cette fête qu'ont pu entendre les aventuriers jaunes. Et forcément ça a mis Alix dans tous ses états, Alix qui voulait carrément en découdre avec le reste de l'équipe rouge. On a vu en revanche un Loïc beaucoup plus philosophe, un Loïc que l'on voit toujours aussi positivement, même si on le voit assez peu, mais donc on a vu voilà des tensions assez exacerbées entre les deux tribus. Alors, autant ces tensions peuvent nous apporter sur le moment du divertissement, et je dois avouer que la séquence était plutôt drôle et plutôt divertissante, autant je ne suis pas partisan de ce genre de séquence parce que ça renforce vraiment la division entre les tribus et la scission qu'on peut observer. Et très franchement, ce n'est pas très positif à l'approche de la réunification parce que ça va vraiment potentiellement empêcher une collaboration entre aventuriers de différentes tribus. Alors là, bon, manifestement ce ne sera pas le cas cette saison, étant donné qu'on a eu 4 épisodes avec 4 tribus, donc ce qui a permis vraiment d'établir des relations intercouleurs, enfin en tout cas intercouleurs actuelles, qui font qu'à mon avis l'unité des jaunes et des rouges ne sera pas préservée et qu'on n'observera sans doute pas de pagonging. Mais dans le principe, voilà, je trouve que c'est quelque chose qui peut être un peu gênant parce que ça renforce vraiment cette idée très colantesque justement de conserver les tribus telles quelles et de ne finalement pas collaborer avec d'autres personnes venues de l'autre tribu après la réunification. On a pu également observer des tensions au sein même des camps, notamment sur le camp jaune, enfin c'était plus des prémices de tension, et au centre de tout cela il y avait évidemment Laurent qui s'est beaucoup exposé lors de cet épisode, enfin beaucoup exposé à la caméra en tout cas, pas forcément aux autres aventuriers, mais on a vu voilà que le montage était plutôt négatif pour lui cette semaine, ce qui n'avait pas vraiment été le cas jusqu'à présent. Donc c'est plutôt, ça compromet réellement ses chances de victoire d'avoir eu un montage aussi négatif, pour ne pas dire que ça les annihile complètement. Mais on l'a vu, voilà, critique après l'épreuve d'Alexandra notamment, bon, il n'était pas le seul, il y avait aussi Alix, mais le voir aussi critique d'une évidente protagoniste cette saison, ça l'installe forcément comme un antagoniste. Et puis on l'a vu très critique également du duo Lola-Angélique, en particulier de Angélique, qui, elle, pour le coup, également a été dépeinte de manière négative dans cet épisode. On l'a vu vraiment dépeinte comme quelqu'un de nonchalant, comme quelqu'un de fainéant, même presque. Mais ce n'était pas non plus très positif pour Laurent, parce que ça le faisait forcément apparaître comme quelqu'un d'hypocrite, qui refusait de directement aller dire ses 4 vérités à Angélique, qui préférait voilà dans son dos la critiquer, notamment auprès des garçons qui d'ailleurs semblaient plutôt d'accord avec lui, donc c'est pas forcément négatif pour le jeu de Laurent en soi, mais c'est plutôt négatif dans son montage et dans la perception que les gens peuvent avoir de lui. Côté rouge, moins de tension, mais un certain nombre de tractations à l'approche du conseil, et ça va m'amener à mon troisième point, qui est donc la disparition du duo Galinette et Cafouniette, ou plutôt sa dissolution avec l'élimination de Sébastien. Et c'est franchement dommage parce que c'est un duo qui avait l'air voilà, plutôt sympathique, qui pouvait nous amener également de la survie dans l'aventure, comme on l'avait vu lors du précédent épisode. Et là, on a eu un Sébastien qui n'a pas hésité à carrément essayer de sacrifier Fabrice pour aller plus loin dans l'aventure. Ce qui a à mon avis précipité sa chute parce que quand quelqu'un vous propose une alliance tout en de son propre chef balançant son plus proche allié et plus proche ami a priori dans l'aventure, forcément ça ne vous incite pas à lui accorder votre confiance et logiquement, très logiquement, les Verts l'ont éliminé, même si voilà, on a vu un Bertrand Camel qui préférait lui éliminer Marie-France. Heureusement on a eu une Adja qui l'a très vite bien conseillé, qui lui a conseillé de voter justement contre Sébastien, ce qui était selon moi la bonne décision à prendre.
On a vu également un Brice qui a su bien manœuvrer pour sauver son allié Marie-France, mais globalement voilà, Sébastien, c'est assez logique qu'il soit éliminé à cet épisode. Alors, on va maintenant passer à la partie pronostic de cette vidéo, à la place des habituelles analyses de tribu. Je fais ces pronostics tout simplement parce qu'on arrive à la moitié de l'aventure, la réunification donc, est pour le prochain épisode, et je pense que c'est vraiment le bon moment pour les faire. On a maintenant une idée assez claire des forces en présence, sans pour autant savoir comment on va s'orienter le jeu après la réunification, donc c'est un exercice plutôt difficile mais intéressant. Et je vais vous expliquer du coup sur quels critères je me suis basé. J'ai pris en réalité 3 critères pour déterminer les outsiders à la victoire finale et qui sont mes favoris. Alors avant de parler de ces 3 critères, petite précision tout de même, je n'analyse pas du tout les images pré-génériques. Voilà, je sais qu'en analysant les images, il est tout à fait possible de détecter sans doute des spoilers et de deviner plus ou moins qui pourrait aller plus loin que tel autre aventurier, mais je ne fais pas du tout ça. Voilà, je me base simplement sur mes connaissances. Voilà, ayant vu toutes les saisons précédentes, je me base surtout là-dessus pour pouvoir déterminer ce qu'il se passera après les épisodes que nous avons vus jusqu'à présent. Donc pas de spoil. Cela étant dit, ayant plutôt une bonne connaissance de Koh-Lanta, je pense qu'il est tout à fait possible que j'ai raison sur certains points. Donc si vraiment vous voulez ne pas être spoilé et profiter de l'aventure sans rien savoir, eh bien je vous invite à laisser un pouce bleu à la vidéo et à revenir pour la suivante, à ne pas écouter ce qui va suivre. Alors, quels sont ces fameux 3 critères dont je vous parle depuis tout à l'heure? Eh bien, tout d'abord, il y a un premier critère qui est les compétences du candidat. C'est quelque chose forcément de très important, et je me suis basé sur donc les 4 critères classiques habituellement retenus dans Koh-Lanta, à savoir donc le sport, c'est-à-dire les épreuves, les capacités dans les épreuves individuelles, la survie, plus particulièrement ici l'investissement sur le camp, mais surtout les 2 derniers critères qui sont pour moi les plus importants à ce stade, c'est-à-dire le social, la capacité à se faire apprécier des autres, et la stratégie, bien évidemment. Pour ce qui est ensuite du deuxième critère, c'est évidemment la position du candidat dans l'aventure. Est-ce que le candidat a des alliés? Est-ce qu'il a la capacité de se faire de nouveaux alliés? Quelle est sa position dans sa potentielle alliance? Voilà, tout ce genre de critères pour déterminer en fait comment est positionné l'aventurier en fonction justement des dynamiques de tribu que nous avons analysées jusque-là dans les débriefs. Enfin, le troisième critère, et c'est sans doute le plus important, c'est le montage. Et c'est vraiment ça qui fait différer Koh-Lanta d'une compétition sportive classique, c'est que tout se déroule en différé. L'aventure a été tournée, vous le savez sans doute, il y a 1 an, et donc les monteurs de l'émission connaissent à l'avance le gagnant. Et pour que la saison soit satisfaisante pour les téléspectateurs, il faut que le gagnant soit satisfaisant. Et donc il faut que le gagnant ait un montage positif. Ce qui, d'office, écarte un certain nombre de candidats qui pourtant ont toutes les qualités pour aller presque jusqu'au bout, pour aller même sans doute jusqu'en finale, mais qui malheureusement ont un montage plutôt négatif, et donc qui les empêchera à coup sûr de gagner. Et ça, c'est par exemple le cas d'aventuriers comme Adja ou Laurent, qui sont très bien positionnés pour l'instant, mais qui, du fait de leur montage partiellement négatif, les empêchera sans doute de remporter la victoire finale. Et donc ça, c'est un critère très important qui fait différer d'une compétition sportive classique. Si on pronostique un vainqueur final, on pronostique également les personnes qui iront loin dans la compétition. Là, ce n'est pas le cas. Les personnes que je vais pronostiquer n'iront pas forcément loin, et à l'inverse, les personnes dont je ne parle pas ne seront pas forcément éliminées immédiatement. C'est le cas notamment des 2 aventuriers que j'ai cités précédemment, en particulier d'Adja, qui a vraiment de plus en plus le profil d'une finaliste perdante, qui ira peut-être presque jusqu'au bout, mais qui, du fait de son montage, ne remportera sans doute pas la victoire finale.
tout cela étant dit, on peut maintenant passer aux pronostics en eux-mêmes, et on va commencer par les outsiders. Alors il y a 3 candidats dans cette catégorie, que sont Lola, Brice et Dorian. Alors honneur aux dames, on va commencer par Lola, et Lola c'est vraiment l'ultime outsider. Elle est plutôt mal positionnée actuellement, elle n'a qu'une seule alliée, en la personne d'Angélique, et elle va sans doute avoir de grosses difficultés face à de probables alliances régionales. On voit bien les verts à 6 et les oranges à 4 se reformer, et donc ce sera compliqué de lutter contre ça de son point de vue. Néanmoins, je mise sur ses aptitudes, et notamment sur le plan social, où elle a des atouts avec sa bonne humeur. Et on a vu que sur le plan stratégique, elle n'était pas aussi naïve qu'elle en avait l'air. Alors en plus, elle a un collier d'immunité, alors qui n'est certes potentiellement valable que jusqu'à la réunification, mais comme on n'a pas la confirmation, il n'est pas impossible qu'il soit encore valable. Donc à voir, donc elle a vraiment pas mal d'atouts de son côté, et puis elle n'est pas une menace sur le plan physique, contrairement justement à Brice et Dorian, qui eux ont ce désavantage, même s'ils sont mieux positionnés avec leur potentielle alliance à 4, avec Jodie et Marie-France. Brice a lui l'avantage d'être moins exposé que Dorian, notamment suite à cet épisode, où Dorian a été très mis en avant, mais je sens Dorian assez joueur et capable de bons coups stratégiques, ce qui est moins le cas de Brice, même si on a vu qu'il n'était pas aussi naïf qu'il en avait l'air, notamment durant cet épisode, en défendant très bien Marie-France. Enfin, et pour finir donc, ces 3 aventuriers-là ont tous un bon, voire même un très bon montage, et même s'ils ne sont pas idéalement positionnés actuellement, ils ont des chances, alors certes maigres pour l'instant, mais pas nulles, de victoire, et donc ils sont vraiment des bons outsiders, en particulier Dorian, que je vois potentiellement remporter l'aventure si il y a un gros retournement post-réunification. On va passer maintenant aux 3 favoris, qui sont 3 verts. Vous l'aurez compris, je vois cette alliance verte dominer l'après-réunification. C'est le scénario qui est le plus probable en ce moment, s'il n'y a pas de retournement de situation avec les informations que nous avons jusqu'à présent. Et donc ce sont 3 verts qui sont Alexandra, Bertrand Camel et Joaquina que je vois le plus remporter cette aventure. Alors on va commencer par Alexandra. Alexandra c'est vraiment la protagoniste depuis le début, sans doute avec Bertrand Camel dont on va parler juste après. Mais Alexandra, voilà, on a vu que le montage qui aurait pu être potentiellement un peu méchant à son égard, le montage qui aurait pu être un peu négatif, notamment au début de l'aventure, a toujours été très positif, a toujours pris son parti. Donc ça c'est forcément un très bon argument pour elle, pour sa potentielle victoire finale. En plus elle est plutôt bien positionnée, alors c'est certes sans doute la moins bien positionnée de ces 3-là dans l'Alliance Verte, parce qu'elle est sans doute moins proche du noyau dur de cette alliance, qui est selon moi justement le noyau dur à 3, Bertrand Camel, Joaquina et Adja, en particulier même le duo Bertrand Camel et Joaquina. Mais voilà, elle est dans cette alliance à 6, en tout cas cette potentielle alliance à 6, qui sera selon moi réactivée après la réunification, et donc elle a toutes les chances d'aller loin, et si elle arrive à atteindre la finale probablement à 5 cette année, étant donné sa capacité vraiment de réflexion et d'organisation, je la vois cartonner sur l'épreuve d'orientation. Elle a un profil qui pourrait lui permettre également de remporter l'épreuve des poteaux, donc elle est très bien positionnée, et si elle arrive vraiment jusqu'en finale, je la vois aller au bout. Un autre aventurier vraiment évident favori à la victoire finale, c'est Bertrand Camel. Bertrand Camel, on l'a dit, c'est sa saison forcément, compte tenu des circonstances particulières qui entourent cette saison et donc son décès. Mais Bertrand Camel, voilà, c'est quelqu'un qui a des gros atouts, notamment sur le plan social. Alors certes, c'est une menace sur le plan physique, peut-être pas la principale menace. Je pense que les premières personnes ciblées seront notamment Alix, qui elle n'a pas d'allié, et potentiellement aussi Dorian.
Mais voilà, Bertrand Camel est tout de même une menace, donc il va falloir pour lui se méfier de cela. Cela étant dit, je pense qu'il pourra compenser avec son excellence sociale. Je pense que c'est un des meilleurs jeux sociaux qu'on a vu depuis très longtemps dans Koh-Lanta, pour ne pas dire même le meilleur jeu social de tous les temps. Bon, c'est peut-être un peu exagéré, mais en tout cas parmi les meilleurs jeux sociaux de tous les temps. Et quoi qu'il en soit, voilà, il a vraiment toutes les chances de son côté, notamment avec une Adja qui pourra le guider stratégiquement, qui pourra un peu se salir les mains à sa place. Lui qui voilà, n'est pas forcément très porté sur la stratégie, on a vu qu'il était plutôt orienté pro-mérite. Mais voilà, donc il a toutes les chances de son côté à mon avis, il est très bien positionné dans son alliance, il est ami avec tout le monde, voilà, enfin... Très franchement, c'est presque un vainqueur trop évident, ce qui pourrait l'amener à être une cible, mais je pense qu'il s'en sortira avec son social et c'est sans doute possiblement le grand favori de cette saison. Mais si je devais parier sur quelqu'un, et là c'est peut-être ce qui va surprendre le plus, le choix qui va le plus surprendre parmi ceux que j'ai fait jusqu'à présent, c'est Joaquina. Parce que Joaquina est tout de même quelqu'un qu'on a assez peu vu comparé à Bertrand Camel et à Alexandra, qu'on a beaucoup plus vu, qui ont beaucoup plus été mis en avant par le montage. Mais elle a eu un montage positif jusqu'à présent, elle n'a pas eu de séquence purement négative. Même si elle n'a pas été très mise en avant, elle n'est pas non plus trop en retrait, comme Loïc par exemple, qui a un montage très positif, mais qu'on a trop peu vu pour réellement qu'il soit un candidat sérieux à la victoire. Joaquina, voilà, elle a un profil type de gagnante, parce que si vous suivez Koh-Lanta, par exemple si vous avez vu la dernière saison, l'île des héros, on a vu une Nawal par exemple comme ça qui s'était révélée après la réunification, qu'on avait un peu vu positivement avant la réunification, mais qu'on avait beaucoup plus vu après, et je vois vraiment ce genre de profil pour Joaquina. Elle a l'avantage d'être bonne partout, elle est pas mauvaise en épreuve, elle s'investit sur le camp. Au niveau social, on n'a pas vu énormément, mais manifestement elle se débrouille plutôt bien. Et stratégiquement, je pense qu'elle a du répondant, donc très franchement, elle a toutes les qualités pour aller loin. Elle n'est pas une menace sur les épreuves, elle est plutôt bien cachée dans son alliance derrière des boucliers évidents comme Bertrand Camel ou Adja. Et en plus, elle a l'avantage, voilà, de ne pas faire de vagues. Elle a un profil un peu passe-partout qui lui permettra sans doute d'aller loin. Elle a les capacités sans doute de bien se débrouiller à l'orientation et surtout sur les poteaux. On a vu qu'elle était très résistante, qu'elle avait un gros mental. Et voilà, c'est son histoire aussi, son parcours de vie pourrait lui permettre de gagner des points face à un jury final. Donc si je devais parier sur quelqu'un, vous l'aurez compris, je parierais sur Joaquina, même si pour moi ces trois-là ont quand même des chances à peu près équivalentes de victoire, peut-être un peu moins pour Alexandra. Mais pour moi, c'est vraiment Joaquina qui est la grande favorite pour la victoire finale de cette saison. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et pour ce débrief un peu court pour laisser place donc à ces pronostics. N'hésitez pas à me dire en commentaire les aventuriers que vous voyez aller jusqu'au bout, quels sont les aventuriers que vous aimeriez voir aller jusqu'au bout et quels sont ceux qui selon vous vont arriver jusqu'en finale et potentiellement gagner cette aventure. Je vous invite également à laisser un pouce bleu à la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, c'est très important pour soutenir la chaîne. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et de nouveaux débriefs, notamment le débrief de la réunification qui arrivera la semaine prochaine. Ciao à tous.